Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour une petite balade en mer de 13 minutes. Durant cette balade, je voudrais en fait vous raconter la toute petite histoire du thon rouge de Méditerranée qui s'inscrit dans la plus grande histoire du droit international de l'environnement. Le droit international de l'environnement, c'est un droit qu'on a construit à partir des années 70. Enfin, quand je dis « on », que les États ont construit à partir des années 70 et qu'ils ont construit pour eux, afin de garantir, de conserver les conditions actuelles d'habitabilité de notre planète. Tout petit défi, donc. Sauf que, imaginez le degré de contrainte de ce droit quand on sait qu'il est question, en fait, pour les États de s'auto-limiter. D'ailleurs, vous, accepteriez-vous de vous contraindre, de vous auto-limiter au nom de l'intérêt collectif si rien ne vous y obligeait ? En tant que chercheur en droit international de l'environnement, notre travail consiste donc à identifier les leviers et les freins pour l'adoption et la mise en œuvre par les États d'un droit international de l'environnement ambitieux. Pour pouvoir identifier ces freins et ces leviers, on travaille sur les facteurs, la mise en balance des intérêts économiques, environnementaux, sociaux, culturels, politiques. Or, le principal frein actuellement est que pour les États, l'urgence environnementale n'est pas une priorité politique. Donc, au-delà du discours pour convaincre, il nous faut chercher d'autres voies pour inciter, voire contraindre, mais de manière douce, ou plutôt de manière dissimulée, les États à adopter et mettre en œuvre un droit ambitieux. Et en fait, la petite histoire du thon rouge de Méditerranée, elle illustre très bien ce que peuvent être ces autres voies. Je vais commencer cette histoire par quelques chiffres. Actuellement, 40% des stocks de poissons, qu'on appelle dans le jargon les stocks halieutiques, sont considérés comme surexploités. Or, en 1974, il n'était que 10% à être surexploités. Ce qui veut dire que l'effondrement des stocks est rapide et que l'état des stocks est aujourd'hui alarmant. Est-ce que ça signifie pour autant que le droit international est finalement absent dans ce domaine, ou alors qu'il est inefficace ? Eh bien non. Au contraire, il s'agit d'un des domaines du droit international où les États ont accepté d'adopter un grand nombre de conventions, dont la célèbre Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est à mon avis célèbre que pour les juristes, et qui ont créé aussi de nombreuses organisations internationales pour gérer les activités de pêche. Aujourd'hui, on compte presque une cinquantaine d'organisations régionales de gestion des pêches. Et ce sont des organisations qui ont compétence soit pour une espèce déterminée, comme la Commission baleinière internationale qui s'occupe de la chasse à la baleine, soit pour une aire géographique déterminée, comme la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, soit qui combine les deux, espèce-espace, comme la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et des mers adjacentes. Et c'est de cette dernière commission dont je voudrais vous parler. La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et des mers adjacentes donc Méditerranée, qu'on appelle généralement l'ICCAT par son acronyme anglais, c'est en fait une organisation qui a été créée en 1966 pour mettre en place toutes les mesures de gestion et de conservation des thonidés, et notamment du thon rouge de Méditerranée. C'est une organisation qui a une structure assez simple et un fonctionnement assez simple. Il y a d'un côté un comité scientifique, donc qui est composé d'experts scientifiques, et ces experts, en fait, ils réunissent la littérature sur le sujet, ils l'analysent et ils formulent des recommandations de conservation et de gestion pour les thonidés et donc pour le thon rouge. Ils les formulent pour qui, ces recommandations ? Pour l'organe politique, et l'organe politique, c'est en fait tout simplement les États. Et c'est les États qui vont décider des mesures pour conserver et protéger le thon rouge, notamment de Méditerranée. Et depuis 1966, en fait, la commission l'ICCAT, gardez l'abréviation, l'ICCAT, elle a adopté de nombreuses mesures de conservation et de gestion. Alors, on peut trouver des mesures d'encadrement de l'activité de pêche. C'est par exemple l'interdiction des aéronefs pour repérer les bancs de thon. Ça peut être aussi une taille minimale des individus à prélever pour préserver en fait les individus juvéniles pour la reproduction. Mais ça peut être aussi des mesures de suivi ou encore des mesures de contrôle. Et dans ces mesures de suivi et de contrôle, l'ICCAT a mis en place tout un système d'inspection en mer,
d'observateurs en mer, mais aussi de surveillance des navires par satellite. On a donc mis plein de mesures en place, de mesures qu'on appelle dites techniques en fait, mais dès 1990, les scientifiques, le comité scientifique fait le constat de l'effondrement des stocks malgré les mesures mises en place. Et le comité scientifique va proposer de mettre en place un outil supplémentaire, le quota de pêche. Alors le quota de pêche, c'est limiter le nombre d'individus prélevés sur un stock par an. C'est très contraignant. Les États n'aiment pas du tout cet outil parce qu'il est très contraignant et que le contrôle est possible, notamment au moment du débarquement dans les ports de la pêche. Alors les États n'aiment pas cet outil, ils y sont vraiment réticents, et pourtant, dès le départ, dans les années 90, à l'ICCAT, ils vont accepter de mettre en place des quotas, mais ils vont l'accepter uniquement sur le principe. Parce que dans la mise en œuvre, ils vont faire preuve d'une mauvaise foi et d'une mauvaise volonté inégalables. Ça va se traduire de deux manières. La première chose, c'est que les États, donc l'organe politique, va interférer dans le travail du comité scientifique. À l'époque, début des années 90, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il était impossible de déterminer si nous avions 2 stocks de thon rouge ou un seul stock pour l'Atlantique et la Méditerranée. Donc est-ce qu'on a un stock en Atlantique Ouest et un stock Atlantique Est qui migrent vers la Méditerranée, ou un seul stock dans l'Atlantique qui migre en Méditerranée? Et les États, donc l'organe politique, va imposer au comité scientifique de partir du postulat qu'il existe 2 stocks. 2 stocks, ça veut dire 2 quotas, ça veut dire 2 fois plus de possibilités de pêche. Imaginez si on se trompe, les résultats sur le stock. Deuxième chose, c'est qu'en plus d'avoir imposé ce postulat de départ de 2 stocks, les États ne vont jamais suivre les recommandations de leur comité scientifique. Ils vont toujours adopter des quotas bien supérieurs à ce que recommande le comité scientifique. Et ça, ils le font systématiquement, mais l'année 2007, elle va être vraiment emblématique de ce phénomène. Le comité scientifique, il recommande d'adopter un quota, donc pour le rétablissement du stock, à 15 000 tonnes. Or, l'organe politique va adopter un quota annuel de 29 500 tonnes. On est déjà presque au double. Et l'évaluation qui est menée l'année d'après par le comité scientifique pour savoir quelles ont été les prises réelles, sur donc, le stock de thon rouge de Méditerranée arrive à un total de 62 000 tonnes. On est donc 4 fois supérieur à ce qui était recommandé par le comité scientifique. Alors, ça aurait pu continuer comme ça jusqu'à la disparition complète du thon rouge de Méditerranée. Mais en 2009, on a un coup d'éclat de la principauté de Monaco qui va permettre en fait, de sauver le stock de thon rouge de Méditerranée. En effet, en 2009, la principauté de Monaco, soutenue par l'Union européenne, puis petit à petit par de nombreuses ONG, va demander l'inscription en fait, du thon rouge à l'annexe 1 d'une convention qu'on appelle la CITES. Cette convention, c'est la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Lorsqu'on inscrit une espèce à l'annexe 1 de cette convention, le commerce international de cette espèce est interdit, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ce qui signifie que l'inscription du thon rouge sur cette annexe aurait signifié l'interdiction du commerce international du thon rouge. Alors malheureusement, cette inscription ne se fera pas puisque la principauté de Monaco n'est pas arrivée à faire réunir les 2 tiers des voix des États présents et votants pour faire adopter cette décision. Pourquoi ? Parce que le Japon, qui est un grand importateur de thon rouge de Méditerranée, a rallié à sa cause l'ensemble, en tout cas une grande partie des petits États du Pacifique, pour s'opposer à la proposition de Monaco. Ça n'a pas réussi, mais ça a eu quand même un grand effet sur la scène internationale. En effet, la proposition de Monaco, elle est relayée par l'Union européenne, elle est fortement soutenue par les ONG. Sea Shepherd avait fait une campagne « Quand vous voyez un thon, pensez à un panda ». Donc elle est fortement relayée. L'opinion publique est au courant que l'ICCAT ne protège pas le thon rouge, en tout cas ne permet pas une gestion durable du thon rouge de Méditerranée. Et donc les États, membres de l'ICCAT, sentent la disqualification de l'organisation arriver et que petit à petit, leur compétence pour gérer cette espèce va leur échapper. Alors ils vont prendre des mesures qui vont bien plus loin que ce que le comité scientifique va recommander cette année-là. En effet, en 2009, alors que le comité scientifique
recommande d'adopter un quota de 15 000 tonnes. Les États vont adopter un quota de 13 500 tonnes. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'ICCAT que les États vont plus loin que ce que le comité scientifique recommandait. Ils vont en plus maintenir leurs efforts sur plusieurs années, et ça va porter ses fruits immédiatement. Puisqu'en 2012, lorsque le comité scientifique fait sa première évaluation, on se rend compte qu'on a déjà un rétablissement du stock de thon rouge de Méditerranée. Alors, jusqu'en 2022, petit à petit, ce quota va réaugmenter tout en restant sur un plan pluriannuel de rétablissement, sur quelque chose de soutenable. On est aujourd'hui à un quota de 36 000 tonnes, mais il fallait en 2022 renégocier ce quota. Et la crainte de l'ensemble de la société internationale, c'était bien évidemment que les États relâchent complètement leurs efforts et repartent sur un effort de pêche trop important. Oh, c'est reparti. Ah, alors, voilà, c'est stabilisé. Donc, les États vont finalement, en novembre 2002, ils vont adopter un plan pluriannuel pour 2023, 2024, 2025, où ils augmentent un peu le quota, ils passent à 40 570 tonnes, mais ils le gèlent, c'est-à-dire qu'il reste à 40 570 tonnes pour les 3 prochaines années. Alors, certes, on aurait aimé une décision un peu plus précautionneuse, c'est-à-dire on aurait aimé garder les 36 000 tonnes et ne pas aller au-delà, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque les États ont adopté un quota gelé pour 3 ans. Donc ça va permettre de continuer sur la reconstitution du stock. L'histoire s'arrête là, mais quel enseignement en tirer de cette petite histoire du thon rouge de Méditerranée? Le premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'un droit ambitieux pour conserver et gérer durablement les ressources halieutiques existe. On a les outils, on sait le faire. Le deuxième enseignement, c'est que par contre, on a une absence de volonté des États et des résistances étatiques très fortes. Toutefois, ce que nous a montré la petite histoire du thon rouge de Méditerranée, c'est que nous avons des outils pour baisser ces résistances, pour passer au-delà des résistances étatiques. Et dans la petite histoire du thon rouge de Méditerranée, cet outil, c'est l'effet name and shame, montrer et blâmer. Les États, ils ont une réputation à tenir sur la scène internationale et ils y tiennent à leur réputation, car elle est importante dans toutes les négociations internationales. Ils n'aiment pas qu'on pointe leurs erreurs. Or, c'est précisément ce qu'a fait la principauté de Monaco dans l'affaire du petit thon rouge de Méditerranée. Et ça a été relié très fortement par les ONG. Or, on sait très bien en droit international de l'environnement, parce qu'on a d'autres exemples, que quand les ONG relaient, les États, généralement, agissent. La conclusion, c'est donc qu'il faut arrêter de penser par l'effet top-down, c'est-à-dire de l'État qui construit le droit, qui construit le droit et qui l'impose, car quand il y a en balance des intérêts économiques et des intérêts environnementaux, l'État ne le fait pas toujours dans l'intérêt collectif. Il faut donc penser maintenant dans l'autre sens, par un autre mouvement, le mouvement bottom-up. Et ce mouvement bottom-up, c'est nous qui allons le construire, moi, vous, en s'informant, en se mobilisant, en relayant les informations, et peut-être même des fois, en demandant à l'État de rendre des comptes sur ses actions en matière environnementale. Merci.